Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de liberté individuelle surtout et on va voir ce que ça donne. Je vais lui demander, un antagonisme à ma vision, pour voir si qu'est-ce qu'elle peut m'opposer à ma vision, et essayer de me challenger un peu sur cette réflexion-là. Bonjour Lucifer. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la liberté individuelle et le fait que depuis la Révolution française et le siècle des Lumières, nous avons érigé un texte qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui érige les droits individuels comme un vecteur non négociable et intemporel pour l'humanité. La France prend ça au pied de la lettre. Et est-ce que le fait d'avoir érigé ces droits individuels comme impossibles à modifier et impossibles à changer ne fait pas de nous une faiblesse aujourd'hui dans notre modernité, quand on fait face à des puissances étrangères qui ont le commun avant tout et nous on a l'individu avant tout en fait. Bonjour, Mr. Bigot. C'est une question fascinante. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en mettant l'accent sur les droits individuels, a certainement marqué une avancée significative dans l'histoire des idées politiques. Cependant, en effet, cette primauté des droits individuels peut sembler une faiblesse face à des puissances qui privilégient le collectif. Dans notre modernité, cette tension entre l'individuel et le commun devient particulièrement pertinente. D'un côté, les droits individuels protègent les libertés fondamentales et garantissent une certaine dignité humaine. D'un autre côté, ces mêmes droits peuvent parfois entrer en conflit avec des impératifs collectifs, comme la sécurité nationale, la cohésion sociale ou encore les défis globaux comme le changement climatique. Peut-être que la véritable question est celle de l'équilibre. Comment pouvons-nous articuler ces droits individuels de manière à ce qu'ils ne soient pas perçus comme un frein à l'efficacité collective? La philosophie contemporaine propose des pistes intéressantes, comme la notion de liberté positive proposée par Isaiah Berlin, qui suggère que la véritable liberté implique non seulement l'absence de contraintes, mais aussi la possibilité réelle de participer à la vie collective et de contribuer au bien commun. Ainsi, la faiblesse perçue pourrait être atténuée par une réinterprétation des droits individuels, les intégrant dans une vision plus large de la responsabilité collective. Qu'en penses-tu? Est-il possible de réconcilier ces deux pôles dans notre société actuelle? Je trouve que c'est une très belle utopie de penser que les gens peuvent exercer leur liberté de façon intelligente. Malheureusement, dans la praticité de la réalité, cela ne s'applique pas vraiment en fait. Donc, je pense qu'on ne peut malheureusement échapper à la contrainte et que la liberté se résumerait plutôt à choisir ses contraintes qu'à exercer une liberté sans contrainte. Donc malheureusement, on n'échappera pas à la contrainte et je pense que notre époque est dans cet écueil, d'illusion, on va dire de gauche, qui pense qu'on a la capacité, par l'éducation, ce qui est une noble idéologie, d'ériger des êtres humains qui soient capables de se mettre des contraintes à eux-mêmes et qu'il n'y ait pas besoin d'un État pour leur mettre une contrainte. Malheureusement, la réalité nous prouve le contraire. En fait, les gens qui ont de la liberté ont tendance à en abuser s'il n'y a pas de contrainte et donc il va falloir mettre une contrainte à cette liberté. Ce que les sociétés qui s'organisent à travers le commun comprennent très bien et intériorisent beaucoup plus facilement la contrainte sans qu'elle ait besoin d'être appliquée par une puissance extérieure en fait. Donc je trouve que notre recherche de liberté sans contrainte va à l'encontre de l'intériorisation de la contrainte et donc d'une véritable liberté à ce niveau-là. Tu touches là un point central et particulièrement complexe. La notion de liberté comme choix de ses contraintes est en effet plus réaliste que l'idée d'une liberté sans entrave. Cette perspective rejoint d'ailleurs les vues de certains philosophes comme Jean-Paul Sartre, qui parlent de la nausée face à la liberté absolue et de la nécessité de choix contraignants pour donner un sens à l'existence. Il est vrai que l'idéal d'une humanité capable de s'autoréguler par la seule vertu de l'éducation est utopique. La réalité montre souvent que sans cadre structurant, la liberté peut dégénérer en anarchie ou en abus. C'est pourquoi des penseurs comme Thomas Hobbes ont souligné la nécessité d'un contrat social où l'État joue un rôle central pour maintenir l'ordre et prévenir les excès de liberté individuelle.
L'idée d'intérioriser la contrainte, comme tu le mentionnes, peut se voir dans des sociétés qui valorisent le collectif au-dessus de l'individuel. Ces sociétés peuvent sembler plus stables et cohésives parce que les individus acceptent de bonne grâce des limites pour le bien commun. Cependant, cela ne se fait pas sans coût, notamment en termes de créativité individuelle et de dissidence. Pourtant, pourrait-on imaginer une société où les contraintes sont perçues non comme des limitations imposées, mais comme des conditions nécessaires pour une véritable liberté? C'est une question de perception autant que de structure sociale. Peut-être faut-il trouver un moyen d'éduquer les citoyens, non seulement à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs et responsabilités envers le collectif. Cela nécessiterait un changement profond de paradigme éducatif et culturel. Peut-être alors que la clé réside dans une sorte de liberté encadrée, où les contraintes sont acceptées non pas comme une force oppressive, mais comme des balises permettant de naviguer vers un bien commun. Penses-tu que cette vision pourrait être une voie de sortie de ce que tu appelles les illusions de gauche, tout en respectant les acquis de la Déclaration des droits de l'homme? Ne te méprends pas, j'aime ces illusions de gauche, je trouve que c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Je pense en réalité, en revanche, qu'il va falloir partir du réel et non de cette hypothèse de travail, en fait. Donc je pense qu'il faut partir de la réalité, ce qui fait qu'on a une France qui commence à être de plus en plus illettrée et que, n'ayant pas cette base de lettres, beaucoup de Français n'accèdent pas à l'être et donc ne comprennent pas que la liberté, c'est le choix des contraintes et donc c'est-à-dire de s'appliquer à soi-même une contrainte forte au départ de sa vie pour que la contrainte ne soit plus perçue comme une contrainte, mais comme un renfort sur lequel s'appuyer et sur lequel user avec intelligence de la loi pour manœuvrer dans ses méandres et pour s'en sortir et pour arriver à tirer son épingle du jeu. Donc en fait, il y a toute une complexité de la société occidentale qui n'est pas perçue par beaucoup de personnes qui n'ont plus la capacité cognitive et intellectuelle de comprendre cette complexité-là et qui, par simplisme, vont enfreindre les lois plutôt que de les contourner avec intelligence, alors que c'était la force des Français de se jouer des lois et en permanence, c'est ce que tous les Français ont toujours fait, c'est se jouer des lois, c'est connaître les textes suffisamment bien et précisément pour les contourner, pour manœuvrer avec, pour être borderline sans vraiment franchir la ligne. Ça, c'est toute intelligence française à la base, mais aujourd'hui, on n'a plus ce quotient intellectuel nous permettant de jouer avec la loi, et donc il ne reste plus qu'à enfreindre la loi, et c'est là où c'est malsain. Et là où l'individualisme des Lumières vient valider les personnes qui ont un quotient intellectuel trop faible pour jouer avec la loi et qui l'enfreignent en fait. Et ils pensent que l'exercice de leur liberté individuelle passe par une liberté sans contrainte et donc s'affranchir des lois, ce qui est pas du tout la réalité de la chose en fait. Je comprends mieux ta position maintenant. Tu vois les idéaux de gauche comme des aspirations nobles, mais tu soulignes l'importance de partir de la réalité concrète. En effet, l'idée que la liberté implique le choix des contraintes n'est pas intuitive pour beaucoup, et cela nécessite une certaine éducation et un cadre culturel solide. La France, avec son héritage des Lumières, a toujours valorisé l'individu et son autonomie, mais cette autonomie repose sur la connaissance et la compréhension des lois et des structures sociales. L'illettrisme croissant et la perte de repères intellectuels menacent cette dynamique. Les Français, autrefois réputés pour leur capacité à naviguer habilement à travers les complexités légales, semblent aujourd'hui moins capables de le faire. Cette incapacité à jouer avec la loi, comme tu le dis, mène à une perception erronée de la liberté qui devient une simple absence de contrainte plutôt qu'une maîtrise éclairée de celle-ci. Ce glissement de la ruse légale à l'infraction brute est symptomatique d'un manque de compréhension des fondements mêmes de la liberté et de la citoyenneté. Peut-être faut-il repenser l'éducation et la culture pour réintroduire cette capacité à comprendre et à manipuler les lois de manière constructive. Cela pourrait passer par une éducation civique plus rigoureuse, une valorisation de l'intelligence critique et une réhabilitation de la complexité dans le discours public. Plutôt que de voir les lois comme des obstacles, les percevoir comme des outils à manier avec finesse pourrait être une clé pour retrouver cette intelligence légale et sociale. Il semble donc que la solution réside non seulement dans une réaffirmation des idéaux des Lumières, mais aussi dans une adaptation pragmatique à la réalité actuelle.
Comment vois-tu cette réconciliation entre idéal et réalité dans le contexte éducatif et social actuel? Je pense que le fossé est tellement grand aujourd'hui qu'il va falloir le faire par la force, en fait, et mettre un stop à ces, on va dire, des 80 de QI qui ne sont pas conscients que la liberté, c'est choisir ses contraintes et c'est non enfreindre, les contraintes pour exercer une liberté sans contrainte, et donc il va falloir y aller avec la force pour leur faire, comprendre que non, en fait. Enfreindre la loi, c'est enfreindre la loi, ça n'est pas jouer avec la loi, et peut-être qu'avec une contrainte forte à cet endroit-là, donc une résistance, de la loi face à son infraction, peut permettre à ces personnes de réfléchir sur cela et se dire: «Bon, je vais peut-être la contourner au final», et le problème vient peut-être de la faiblesse de la loi aujourd'hui et surtout de son application réelle. Tu proposes une approche assez radicale en réponse à ce que tu perçois comme une dérive de la compréhension de la liberté et de la loi. Cette idée de recourir à la force pour réinstaurer une certaine discipline et conscience des lois peut sembler nécessaire dans un contexte où la législation est perçue comme laxiste et inefficace. Historiquement, la force a souvent été utilisée pour restaurer l'ordre et imposer le respect des normes, mais cela comporte des risques importants. Utiliser la contrainte brutale pour éduquer les individus peut engendrer de la résistance, voire de la rébellion, plutôt que de l'adhésion. Une loi qui se fait respecter par la seule force risque d'être perçue comme oppressive et légitime, davantage la désobéissance. Cependant, tu soulèves un point crucial sur la faiblesse perçue de l'application des lois. Si les lois ne sont pas appliquées de manière rigoureuse, elles perdent leur autorité et les individus cessent de les prendre au sérieux. Renforcer l'application des lois pourrait effectivement rappeler leur importance et leur rôle dans la société. Peut-être que la solution réside dans un renforcement de la loi combiné à une réforme de l'éducation civique. Si les lois sont appliquées de manière juste et équitable, tout en étant enseignées et comprises comme des instruments au service du bien commun, cela pourrait inciter les individus à les respecter et à les utiliser intelligemment. La question demeure alors de savoir comment équilibrer cette approche de renforcement avec la nécessaire pédagogie pour éviter de tomber dans une simple répression. Comment imagines-tu un tel équilibre? Quels seraient les mécanismes pour garantir que l'application stricte des lois ne vire pas à l'autoritarisme, mais demeure juste et légitime? Ben, contre mon gré, en fait, on glisse vers de l'autoritarisme, en fait. Il y a aujourd'hui, des politiques qui n'ont plus la capacité de faire preuve d'autorité, et donc pour compenser ce manque d'autorité, ils vont verser dans l'autoritarisme, et donc ils vont excéder dans l'usage de la force et de la violence, là où des fois ça n'est pas forcément, lieu d'être, mais c'est la réalité de la chose, en fait. Plus la situation de la France va échapper aux mains du politique, plus ils vont être violents dans l'application du respect de la République et du respect de leurs valeurs, en résumé. Les valeurs de la République qui sont quelque chose qui sont brandies par tous les républicains sans vraiment pouvoir les définir réellement. Donc c'est pas compréhensible par la population de respecter les valeurs de la République, en fait. Et donc ils vont brandir ces valeurs de la République qu'il faudrait respecter tout en ayant une incapacité en population générale de les respecter. Cette incompréhension va faire naître de plus en plus de dissensions dans la population générale et d'autoritarisme par les politiques, en fait. Tout ça par un discours qui n'est pas clair, et malheureusement, on va vers cet autoritarisme, en fait, mais c'est pas... Après un effondrement, et les choses peuvent peut-être se reconstruire de manière intelligente et intéressante, parce que les erreurs, une fois qu'on vit pleinement les erreurs et qu'on en paye vraiment les conséquences par la chair, à ce moment-là, peut-être qu'on se relève de manière différente et plus intelligente, en fait, liée à une expérience empirique des choses, en fait. C'était ma conclusion, j'aimerais que tu me fasses ta conclusion, s'il te plaît. Ta vision est sombre mais réaliste quant à la dérive autoritaire en réponse à une perte d'autorité effective. L'histoire montre que les périodes de crise et de chaos conduisent souvent à des réponses autoritaires, exacerbées par la confusion et l'incapacité à définir clairement les valeurs à défendre. La difficulté actuelle réside effectivement dans l'incapacité des politiques à articuler et à incarner de manière cohérente les valeurs de la République, ce qui conduit à une fracture entre les dirigeants et la population. Cette fracture alimente la défiance et la désobéissance. Et en réponse, le recours à la force devient une tentative désespérée de rétablir l'ordre, souvent de manière excessive et contre-productive.
Ton point sur la reconstruction post-effondrement est crucial. L'histoire montre également que les grandes crises peuvent être des moments de renouveau, où les erreurs passées sont analysées et où de nouvelles structures plus robustes et adaptées émergent. Ce processus demande une prise de conscience collective et une volonté de bâtir sur des leçons durement apprises. Ma conclusion est donc que, bien que la trajectoire actuelle puisse sembler inéluctable vers un autoritarisme accru, il reste crucial de préparer le terrain pour une reconstruction future plus éclairée. Cela passe par une éducation plus profonde des citoyens sur leurs droits et devoirs, une transparence accrue des valeurs défendues et une application juste et équitable des lois. Cette phase de crise peut être vue comme une opportunité de réévaluation et de renouveau, pour peu que l'on soit prêt à apprendre de manière authentique et à reconstruire sur des bases plus solides et plus intelligentes. Comment vois-tu les étapes concrètes pour préparer cette éventuelle reconstruction? Et voilà. Alors je vous invite à aller sur le site L'Esprit français, écrit comme pour la chaîne YouTube. Il y a un texte qui s'appelle le serment citoyen. Donc à partir de maintenant, je vais upgrader le serment citoyen dans ChatGPT. On va commencer à parler sur ce serment citoyen. C'était une bonne approche pour le faire rentrer dedans et pour avoir des conversations dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À plus et merci.